Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire Scout en bourse. On va parler aujourd'hui des 13 bons réflexes à adopter avant de commencer en bourse. Donc c'est un webinaire qui s'adresse plus à ceux qui débutent, bien que ça peut être une bonne piqûre de rappel pour ceux qui sont plus expérimentés. Je vois que nous avons ce soir Agathe, Valentin connectés. Nous allons attendre 2 minutes que les autres participants se connectent. Je profite de ces 2 minutes pour demander aux participants si au niveau du son et de l'image, tout est correct. Et je rappelle également que si vous avez des questions et que vous participez au live, vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans le chat. Si vous regardez la rediffusion sur YouTube, vous pouvez bien sûr poser vos questions en commentaire. Et d'ailleurs, si vous regardez la rediffusion, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager nos vidéos, à les liker également. Alors, je vais partager tout de suite le PowerPoint que je vous ai préparé pour ce soir. Alors, merci Agathe pour la confirmation que tout est OK. Alors, webinaire Scout en bourse ce soir. Donc, Scout en bourse, petit rappel, c'est un site, un blog qui est associé à un forum. Le sujet de prédilection, c'est l'investissement socialement responsable. Vous pouvez interagir sur le forum, vous pouvez lire nos articles sur le blog, vous pouvez venir suivre nos webinaires comme ce soir. On a également une page Facebook, un compte Twitter, une page LinkedIn, une chaîne YouTube. Notre objectif, c'est de promouvoir l'investissement socialement responsable, éduquer aussi ceux qui s'intéressent à ça. On a reçu ces dernières semaines des gens de qualité. On va recevoir aussi la semaine prochaine le cofondateur de Nalo. On vous expliquera ce que propose cette entreprise qui est très orientée aussi sur l'investissement socialement responsable. Le forum, c'est avant tout un espace d'échange, mais c'est aussi une base de données. C'est là où on retrouve toutes les informations qu'il y a à partager. On va commencer dans le vif du sujet. Alors, en bourse, donc les 13 réflexes à adopter avant de commencer. Alors, la première chose, et je pense que c'est primordial de bien le comprendre, il ne faut pas investir de l'argent qu'on pourrait avoir besoin dans un futur prévisible. Alors, il y en a certains qui vont vous dire il faut de l'argent, il faut investir seulement de l'argent qu'on est prêt à perdre. Alors, cette phrase, elle me fait un peu rire parce que personne n'est prêt en réalité à perdre de l'argent. Si on investit en bourse, c'est pour en gagner en règle générale, pas pour en perdre. Donc en réalité, bien sûr, je comprends le raisonnement qu'il y a derrière le fait qu'il faut dire aux gens, quand on dit aux gens investir l'argent qu'on est prêt à perdre, mais en réalité, personne n'est prêt à perdre l'argent qu'il investit, aussi faible soit la somme en question. Donc je préfère dire ne pas avoir besoin de l'argent qu'on pourrait avoir, ne pas investir l'argent dont on pourrait avoir besoin dans un futur prévisible, c'est-à-dire pas l'argent que vous avez besoin pour payer votre loyer le mois prochain, pas l'argent dont vous avez besoin pour payer les études de vos enfants, pas l'argent dont vous avez besoin pour payer l'essence de votre voiture, etc. Donc ça, déjà, c'est la base, on va dire. On va passer à la suite. Alors, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase qui invite en fait les investisseurs à se diversifier. Alors, bien sûr, c'est un conseil qui est connu, qui est vieux comme le monde. Même si on ne s'intéresse pas forcément à la bourse, on nous a déjà dit certainement une fois dans notre vie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, c'est un conseil quand même judicieux, il faut quand même le rappeler. Mais je vais rajouter une notion à ça, c'est que si on se diversifie trop, ça a l'effet opposé, parce qu'effectivement, du coup, on ne va pas pouvoir tirer profit des mouvements de marché. Je vous donne l'exemple, j'ai moi-même investi dans certains ETF qui regroupent 300, 400, 500, jusqu'à même 1000, 1500 valeurs dans l'ETF, qui est un fonds. Quand on a autant de diversification, en fait, effectivement, on est très bien diversifié, mais du coup, contrepartie, c'est qu'on ne profite pas forcément de la volatilité des marchés. Du coup, quand les marchés montent, on a tendance à pas forcément autant en profiter. Quand les marchés baissent,
on est peut-être moins exposé au risque, bien que très souvent, quand il y a des fortes baisses, comme ce qu'on est en train de voir ces derniers jours, c'est systémique, c'est généralisé et malheureusement, voilà. Donc attention, voilà, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais ne pas faire l'extrême opposé non plus. Ensuite, quand on intervient en bourse, quand on investit en bourse, il faut le faire en se fixant des règles claires et précises. Des règles claires et précises, ça peut être des objectifs de prix, c'est-à-dire dire, moi j'achète un ensemble d'actions et quand j'aurai fait 20%, je revends tout et je passe à autre chose. Ça peut être des objectifs de temps, se dire, moi, sur les 20 prochaines années, j'investis en bourse parce que comme ça me fera un petit capital pour la retraite ou un petit capital pour autre chose, pour un projet personnel ou autre. En tout cas, il faut se fixer des règles claires et précises. Il ne faut pas y aller comme ça, j'ai envie de dire, je ne vais pas le dire parce que c'est une expression un peu grossière, mais il ne faut pas y aller comme ça sans avoir fixé des règles à l'avance. D'ailleurs, le webinaire de la semaine prochaine, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir un professionnel de la finance qui va venir nous expliquer qu'en fait, il faut adapter et investir en adaptant son investissement en fonction de ses projets personnels. Donc là, c'est exactement la même chose, c'est se fixer des règles précises qu'il faudra bien sûr après respecter. Alors ça, c'est super important parce qu'on l'oublie peut-être. C'est vrai que quand on investit en bourse, quelque part, on essaye de deviner l'avenir, on a des sentiments. On pense que, par exemple, voilà, je vais investir dans la robotique parce que je pense que la robotique a de l'avenir. Je vais investir dans l'intelligence artificielle parce que je pense que l'intelligence artificielle a de l'avenir. Je vais investir dans n'importe quoi. Je vais investir dans les valeurs alimentaires parce que je pense qu'on va passer sur une période de récession et c'est vraiment ces valeurs-là qui vont résister à la crise. Voilà, on a tous des convictions, on a tous des idées sur ce qui pourrait se passer dans l'avenir, mais en réalité, personne ne connaît réellement l'avenir. Personne. On ne sait pas si demain, là, sujet d'actualité, on ne sait pas si demain, on va trouver un vaccin qui va être distribué massivement et qui enrayera complètement le problème du coronavirus. En ce moment, effectivement, ce qui fait baisser les marchés, c'est ce reconfinement qu'on va peut-être avoir en France ou en Allemagne. Enfin, en France, a priori, ça sera un reconfinement les week-ends. On verra ce que va annoncer le président, mais ça serait a priori ce genre de restrictions. Quoi qu'il en soit, personne ne connaît l'avenir, donc il ne faut pas essayer de deviner l'avenir. On peut garder nos propres convictions. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas investir avec ses convictions. Au contraire, c'est souvent sur cette base-là qu'on va prendre des décisions d'investissement. Mais n'oubliez pas que vous ne connaissez pas l'avenir. Personne, en fait. Et je rebondis aussi sur le fait qu'il ne faut pas faut suivre les analystes, mais avec discernement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les suivre aveuglément. Les analystes ne connaissent pas non plus l'avenir. Le meilleur exemple, c'était en décembre 2019. Tous les analystes financiers, même des plus grandes banques, faisaient leurs pronostics sur ce qui va se passer en 2020. Personne n'a prédit cette histoire de coronavirus. Personne. Pourquoi ? Parce que quand un analyste va faire, entre guillemets, une prédiction ou une anticipation ou une analyse, il va utiliser soit de l'analyse technique, graphique, soit de l'analyse fondamentale, macroéconomique, peu importe, mais en tout cas, toutes les informations qu'il va analyser, c'est des informations passées et au mieux des informations présentes, mais en aucun cas des informations à venir. Les informations à venir, on ne les a pas, on ne sait pas ce qui va se passer, donc de la même manière que je vous disais que personne ne connaît l'avenir, les analystes ne connaissent pas non plus l'avenir. Donc, quand vous suivez un analyste, ne le suivez pas aveuglément. Vous pouvez vous appuyer sur les analyses que vous allez lire à droite et à gauche, mais ne prenez pas une analyse pour quelque chose de sûr et certain. Il y a plein d'analyses qui se plantent. Et je vous dis, le bon exemple, c'était en décembre 2019. C'est pas qu'il y a plein d'analystes qui se sont plantés, c'est que tous les analystes se sont plantés puisqu'ils n'avaient pas anticipé un phénomène imprévisible comme une pandémie. Ça peut être le phénomène imprévisible, ça peut être une pandémie, ça peut être une guerre, ça peut être beaucoup de choses. Donc, voilà. Inspirez-vous des analyses que vous pouvez lire, mais ne les suivez pas aveuglément.
Investir de façon échelonnée. Alors, il y a un webinaire sur lequel je détaille cette méthodologie d'investissement. J'ai fait déjà dans le passé ce webinaire. Il n'a pas été enregistré. Hein, c'est un webinaire réservé aux membres de Scout en Bourse. Je le referai très certainement dans les mois à venir ou dans les semaines à venir. C'est la stratégie d'investissement passif dynamique. Mais en deux mots, sans rentrer dans les détails parce qu'on n'aura pas le temps ce soir, investir de façon échelonnée. C'est-à-dire que de la même façon qu'on ne connaît pas l'avenir. Donc, puisqu'on ne connaît pas l'avenir, pourquoi acheter maintenant? Pourquoi pas acheter hier? Pourquoi pas acheter demain? On ne sait pas finalement. Quel est le meilleur moment pour investir? On ne peut pas le savoir. Si jamais j'avais la chance de savoir même un jour à l'avance les prix des actions, je serais déjà multimilliardaire. Donc, on n'a pas la capacité de savoir l'avenir. Donc, en partant de ce principe-là, investir de façon échelonnée, c'est le meilleur moyen, en fait, surtout et uniquement pour l'investissement long terme, je le précise, c'est le meilleur moyen de se prémunir contre cette incertitude future. Investir de façon échelonnée, ça revient à dire, bon ben voilà, j'ai 15 000 euros à investir, ben, je ne vais pas investir 15 000 euros aujourd'hui, ni demain, mais je vais investir peut-être 1 500 euros sur les 10 prochains mois ou 500 euros sur les 30 prochains mois, chaque mois. Et de cette manière, vous investissez de façon échelonnée. On peut investir de façon échelonnée, même des beaucoup plus petites sommes, et se dire sur les 20 prochaines années, chaque mois, je réinvestis dans mon portefeuille boursier. C'est ce que je fais moi, personnellement. Alors ensuite, comprendre dans quoi on investit. Alors, je ne dis pas qu'il faut être spécialiste de tout. Tout à l'heure, je parlais de la robotique, je parlais de l'intelligence artificielle. On peut parler de plein d'autres secteurs d'activité, l'hydrogène, les énergies renouvelables, les voitures électriques, etc., etc. Bien sûr, on ne sera jamais un spécialiste dans tout. On peut pas être à la fois un spécialiste en robotique, en intelligence artificielle, en cloud computing, etc., etc. Cependant, au minimum, il faut quand même comprendre dans quoi on investit. L'une des erreurs qu'on retrouve souvent, c'est de vouloir investir dans des usines à gaz, dans des secteurs d'activité très compliqués qui semblent paraître très prometteurs. On vous dit c'est l'avenir, c'est les nouvelles technologies, c'est ça, etc. C'est ce qui va révolutionner le futur, mais au final, on ne comprend pas réellement de quoi il s'agit. Ça, c'est une erreur. Au minimum, comprenez dans quoi vous investissez. Si je vous parle d'intelligence artificielle, vous devriez, si vous souhaitez investir dans l'intelligence artificielle, par exemple, vous devriez être au moins capable de comprendre, sans être un spécialiste de l'intelligence artificielle, quelles vont être les applications de cette technologie, comment ça va fonctionner, comment on va l'utiliser dans la vie concrète, la base, quoi. D'accord? La base. Donc, comprenez au minimum dans quoi vous investissez. Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de rencontrer des investisseurs qui investissaient dans des technologies diverses et variées sans même comprendre dans quoi ils investissaient, simplement parce qu'on leur a dit « ça, c'est un secteur d'avenir ». Donc, ne faites pas cette erreur. Comprenez dans quoi vous investissez. Alors, ça, c'est un autre sujet sensible, ne pas systématiquement miser sur les actions qui sont pas chères. Alors, ce qu'on appelle les penny stocks, par exemple, ou les pink sheets aux États-Unis. Donc, ces actions pas chères qui ne valent parfois que quelques centimes ou au plus quelques euros. Alors, très souvent, les investisseurs qui s'intéressent à ces actions, il y a deux types d'investisseurs qui s'intéressent à ces actions. Il y a ceux qui vont se dire, elle est tellement pas chère, elle vaut 10 centimes. Si elle passe à 20 centimes ou à 30 centimes, j'ai doublé ou triplé mon investissement. Ça, c'est un premier raisonnement et c'est un raisonnement erroné, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'elle vaut pas cher qu'elle va forcément doubler ou tripler sa valeur. D'accord ? Deuxième raisonnement, c'est très souvent les investisseurs, ils se disent « ouais, mais moi, j'ai que 150 euros à investir. Les actions traditionnelles, Danone, Microsoft ou autre, n'importe quoi, elles valent beaucoup trop cher. Je pourrais me permettre d'en acheter une ou deux et je ne serai pas suffisamment diversifié. Donc, je m'intéresse aux actions les moins chères. Comme ça, je serai suffisamment diversifié. » Ça, c'est une erreur aussi parce qu'on ne va pas investir sur des actions parce qu'on n'a pas les moyens d'investir ailleurs.
Surtout qu'aujourd'hui, et je vous rappelle le webinaire qu'on avait fait sur les actions fractionnées, j'ai fait une vidéo aussi sur les actions fractionnées sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, n'importe quel investisseur avec n'importe quel capital peut avoir accès à toutes les actions puisqu'on peut investir à partir de 1 euro. Donc, ce raisonnement-là que je vous ai donné, de dire j'ai pas les moyens de… Il y a quelques années, on n'avait pas le choix à la limite. Et encore, c'était quand même un mauvais raisonnement. Si on n'a pas les moyens, par exemple, je vais vous donner une comparaison, mais si on n'a pas les moyens d'acheter une voiture parce qu'elle coûte 10 000 euros, c'est pas une bonne idée d'aller acheter une voiture à 500 euros qui va peut-être tomber en panne et qui va pas nous fournir le service qu'on pourrait attendre d'une voiture. Mieux vaut peut-être se rediriger vers autre chose. Là, c'est pareil. Donc, en tout cas, aujourd'hui, on a des solutions à travers les ETF, les actions fractionnées qui permettent de toute façon d'avoir un accès, on va dire, équitable au marché parce que tout le monde peut avoir accès à toutes les actions à partir d'1 euro. Donc, ce problème ne se pose plus. Donc, surtout, ne faites pas cette erreur de vous orienter vers les actions les moins chères en pensant que ce sont des bonnes opportunités. Un prix qui est bas, c'est parce qu'il y a une bonne raison d'être bas. Comme la voiture, je vous disais, si une voiture j'allais dire en bonne santé, mais non, si une voiture en bon état vaut 10 000 euros, la voiture à 500 euros, c'est sûr que ça ne va pas du tout être la même chose. Pour les actions, c'est pareil. Si une entreprise en bonne santé a une action qui vaut, par exemple, 150 euros, l'action de l'entreprise qui vaut 10 centimes, il y a une raison à ce que ça vaille que 10 centimes. Ensuite, ne pas systématiquement miser sur les actions à fort dividende. Alors évidemment, quand on fait de l'investissement long terme, on s'intéresse quand même à recevoir les dividendes. Mais il y a des actions qui peuvent verser de très forts dividendes. Alors, pour justement attirer des investisseurs, alors que la santé financière de l'entreprise est catastrophique. Là, je vois en plus ce soir, on a Valentin qui est là connecté. On avait fait un webinaire, on en refera très certainement prochainement, mais c'est pareil, ils ne sont pas enregistrés, ils sont réservés aux membres de Scout en Bourse sur le Value Investing. Je vous invite à revenir là-dessus justement pour comprendre la valeur de l'action et la valeur de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Investir, en règle générale, c'est pour le long terme. Sinon, on va plus parler de spéculation ou de trading. Attention, ce sont deux activités totalement différentes avec des objectifs différents. Quand on investit, c'est pour le long terme. Alors, c'est pareil, tout à l'heure, je vous disais, il faut se fixer des règles, une stratégie. Et c'est pas parce que, par exemple, là, en ce moment, on voit les marchés baisser pas fort, mais ils baissent, quoi, ils sont relativement en baisse. Ça peut même baisser fort. C'est pas pour ça qu'on doit tout changer sa stratégie. La stratégie, c'est une stratégie long terme. On s'y tient et on ne vend pas tout à la première baisse ou à la première hausse. En général, on investit sur du long terme. Sinon, c'est pas problématique, mais sinon, on ne se considère pas comme investisseur, on se considère comme spéculateur. C'est une activité qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus risquée, il faut bien le dire. Et à ce moment-là, c'est plus du tout les mêmes règles et les mêmes notions. Voilà. Donc, quand on investit, en général, c'est plus pour le long terme. Alors, quelque chose qu'on oublie bien souvent de regarder, et pourtant c'est quand même super important, c'est de regarder la liquidité de l'action dans laquelle on investit. Si on investit sur Alphabet, Microsoft, Google, Total, Danone, Schneider Electric ou ce genre de grandes entreprises, en général, il n'y a pas de problème de liquidité. Si on regarde des actions moins connues, on va dire, des moins grandes entreprises, des plus petites capitalisations, on peut se retrouver avec des problèmes de liquidité. Alors, en l'occurrence, ici, j'ai simulé, par exemple, à quoi pourrait correspondre un carnet d'ordre. Donc, vous avez ce qui est disponible à l'achat et vous avez ce qui est disponible à la vente. Ici, on voit que pour 22 $, on a 1000 actions qui sont disponibles. Pour 23 $, on en a 5000. Pour 24 $, on en a 10 000. Pour 25 $, on en a 50 000.
Pour 26 $, on en a 100 000. Pour 27 $, on en a 500 000. Donc, il n'y a aucun problème pour acheter, a priori, des actions puisqu'il y a suffisamment de vendeurs dans le carnet d'ordre. Par contre, ici, si on regarde le carnet d'ordre à la vente, on voit qu'à 21 $, il n'y a que 2 actions qui sont disponibles. À 20 $, il y a 3 actions. À 19 $, il y a 5 actions. À 18 $, il y a 10 actions. À 17 $, il y a 20 actions. À 16 $, il y a 50 actions. Donc là, il n'y a pas d'acheteur concrètement sur le carnet d'ordre. Donc, ça va être très difficile pour vendre. D'accord? Donc, évidemment, c'est quelque chose que j'ai fait sur Excel. C'est un exemple, c'est extrême, mais dans ce genre de situation, effectivement, on ne va pas avoir de problème pour rentrer sur le marché, mais on va avoir un gros problème pour en sortir. Parce que si on a acheté 100 actions, par exemple, ici, on n'a pas eu de problème parce qu'à 22, il y avait 22 $, il y avait 1000 actions, donc on a été exécuté sans problème, mais on ne pourra pas vendre à 21 $ nos 100 actions. Il va falloir ici 100, je n'ai pas fait le calcul, mais 50, 20, 80, 100, il va falloir faire la moyenne de 20, 21, 19, 18, 17, 16. Donc, on vendra, je pense, à quelque chose comme 18, peut-être 17 et demi. Donc, on aura des difficultés. Et encore, là, c'est en supposant qu'on est tout seul sur le marché. Hein. Donc, voilà. Donc, regardez la liquidité parce que bien souvent, des investisseurs se font piéger. Alors, pareil, quand on regarde la liquidité, on va regarder la liquidité de l'instant T, d'aujourd'hui. On ne sait pas quelle va être la liquidité dans l'avenir. Donc, on va regarder la liquidité d'aujourd'hui. Ça ne va pas prédire quelle sera la liquidité dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais quand même, voilà, ça écarte déjà un problème si on regarde déjà à l'instant T quelle est la liquidité. Alors, ça, c'est très important. Ne pensez pas qu'un prix passé sera forcément un prix futur. Alors là, je vous ai donné l'exemple d'Orange. Alors, Orange qui a explosé dans les années 2000, qui est passé de 50 à presque un peu plus de 200 € avec la bulle de l'Internet. Effectivement, Orange, alors à l'époque, c'était pas Orange, c'était France Télécom, mais France Télécom a fait partie des valeurs qui ont explosé au moment de la bulle d'Internet. Et après, évidemment, après la bulle d'Internet, ça a très fortement baissé. Il y a énormément d'investisseurs qui se sont ruinés en achetant à 100, 150, 200 € l'action. Aujourd'hui, l'action, elle vaut 10 € et si vous regardez bien, on n'est jamais vraiment remonté. En fait, depuis 2003, on n'est jamais remonté au-dessus de 50 €, pardon. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'utilise pas Internet, etc. Attention, voilà, il ne faut pas faire la et beaucoup de gens se sont raccrochés au prix de 200. C'est-à-dire que quand ça a baissé de 200 à 150, 250 à 100, 200 à 50, effectivement, il y avait tout au long de la chute des gens qui se rattachaient au prix psychologique de 200. Donc, ne vous rattachez pas à un prix passé. C'est pas parce qu'une fois le marché a atteint tel prix que forcément on va y retourner. Et là, c'est le bon exemple. Depuis 2003, on est en 2020. Faut s'accrocher pendant tout ce temps. Peut-être qu'on ne reverra jamais les 100 $, les 150 $ ou les 200 $. Peut-être qu'on ne devra jamais peut-être qu'on ne le reverra jamais. Donc ça, ne vous accrochez pas à un prix passé. Et c'est très difficile parce qu'on cherche à s'accrocher à quelque chose. On va regarder évidemment les prix. Est-ce qu'on n'est pas cher? Est-ce qu'on est cher? On va forcément comparer avec les prix précédents. Mais ça, c'est une erreur. Voilà. Alors, il y a Valentin qui dit que le BPA devait être excessif durant la bulle. C'est fort possible. Ça pourra peut-être être un cas d'étude. Je ne sais pas si c'est possible pour ton prochain webinaire, Valentin. Alors, maintenant, c'est une question ouverte que je vous pose. Vous pourrez répondre en commentaire sur la vidéo YouTube quand vous regarderez l'enregistrement. Pour ceux qui regardent le live, je vous pose la question sur le chat. Quel est donc le 13e réflexe à adopter? Alors, je vous donne un indice. On est sur Scout en Bourse, la communauté de l'investissement socialement responsable. Alors, je vais répondre tout de suite, bien sûr. Le 13e réflexe à adopter, c'est de regarder les critères extra-financiers, en l'occurrence les critères ESG ou en français les critères ISR ou les notations ESG si vous voulez, qui sont en fait les critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance. On a déjà fait des webinaires dans le passé, notamment avec Diane Roissard, qui est analyste ESG. Je vous invite à regarder son webinaire si vous avez besoin de plus de renseignements sur l'ESG. Le webinaire qu'on a fait avec Goodvest aussi, Joseph, très bien expliqué sur l'ESG. Donc, le 13e réflexe à adopter, c'est de regarder, bien sûr, ce critère extra-financier qu'est l'ESG. Alors, je suis bien conscient que tout le monde n'est pas sensible à l'environnement, au social, etc. Gardez, alors si vous êtes sensible, c'est fortement probable que ce soit le cas si vous êtes en train de regarder cette vidéo ou si vous êtes en train de suivre un webinaire Scout en Bourse, puisque c'est le cœur de notre sujet. Donc, je ne vais pas chercher à vous convaincre si vous êtes déjà convaincu. Maintenant, si vous êtes un investisseur et que vous vous dites, moi, le social, l'environnement, etc., et j'en ai rien à cirer, ça ne m'intéresse pas, je veux juste faire des profits. Rappelez-vous bien que l'ESG, à ce moment-là, vous pouvez le voir d'une façon tout à fait différente, comme le dit très justement Joseph dans son webinaire, puisque ce sont des critères de risque. Plus la notation ESG est bonne, moins il y a de risques sur l'entreprise. Et les risques en question, c'est des risques d'amende, pour ce qui concerne la gouvernance, des risques réduits de mauvaise gestion de l'entreprise, des risques réduits de grève, par exemple, de mauvaise productivité, de mauvaises décisions dans la gestion de l'entreprise, des risques en cas de crise, en cas de pandémie. Voilà, donc plus l'entreprise, en fait, a une mauvaise notation ESG, plus l'entreprise est à risque. Donc, pour vous, en tant qu'investisseur, même si vous vous en fichez de l'environnement et du social, c'est quand même problématique. Plus la note ESG est bonne, moins il y a de risques. Donc, voilà, je voulais quand même rajouter ça. C'est important de le préciser. Et c'est sur ce dernier commentaire qu'on va se laisser, puisque c'est la fin du webinaire. Je vais rester en ligne 1 minute ou 2 pour ceux qui sont connectés en live si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions ou si vous n'avez pas de questions tout de suite dans l'immédiat, vous pourrez toujours poser vos questions, bien sûr, en commentaire de la vidéo. Un grand merci en tout cas d'être venu participer à ce webinaire. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à venir sur le forum. Plus on sera nombreux et plus on va enrichir ce forum, que je vois plus comme une base de données, d'informations, plus que comme un forum traditionnel dans lequel on papote. Ce n'est pas l'objectif du forum de Scout en Bourse de papoter. On peut bien sûr, mais c'est surtout une base de données qu'on enrichit. Moi, à chaque fois que je découvre des choses qui ont des liens intéressants avec l'investissement socialement responsable, je les partage sur le forum. Même pour moi, ça me permet après de les retrouver, de retrouver certains sites ou certaines informations que j'aurais peut-être oubliées. C'est comme ça que je veux voir le forum de Scout en Bourse. Alors, j'ai Agathe qui a une question. Bien sûr, Agathe, tu peux me poser une question perso, il n'y a pas de souci, bien sûr. Je te laisse me poser la question et j'y répondrai avec plaisir. Sur les gérants de fonds, d'accord. Alors, de plus en plus de gérants de fonds, bien sûr, s'intéressent aux critères ESG. Maintenant, c'est presque devenu incontournable, en fait. Alors, le micro, oui, je peux te donner le micro, bien sûr, Agathe. Alors, voilà. Tu devrais pouvoir prendre la parole, Agathe. Est-ce que tu m'entends, Agathe? Oui. On t'entend, Agathe. Tu peux poser ta question. Super, d'accord. Voilà, c'était parce que tu es gérant de fonds, toi. Alors non, moi, je ne suis pas gérant de fonds.
Ah, Je gère mon argent personnel. Ça s'élève à même pas quelques milliers d'euros. Enfin, bon, j'ai parlé 2000 euros pour être précis. Donc, c'est une petite partie de mon épargne, bien sûr. Alors, ça aussi, je l'ai pas dit, mais enfin, si, je l'ai dit, mais indirectement, il faut pas mettre tout son argent en bourse. Il faut avoir une épargne liquide. Il faut avoir, voilà. Donc, c'est une partie de mon épargne. d'accord. Je gère mon argent tout seul. Et à côté de ça, mon emploi, en tant que salarié, c'est de travailler pour des émetteurs d'ETF, mais je ne suis pas à proprement parler gérant de fonds, moi, disons. D'accord. C'était pas suite au mail que tu avais envoyé il y a longtemps sur justement là, dans My Trading Forex. Voilà. Mais tu devais parler de Satellis alors. Alors, Satellis, c'est une société qui est gérée par Mathieu Burbeau, qui est un gérant de fonds que je connais depuis des années. Ça doit bien faire peut-être 8 ans que je le connais. On a eu l'occasion de collaborer quand je travaillais pour certains courtiers. On était en partenariat et lui est gérant de fonds. Alors lui, il est gérant de fonds à proprement parler sur les devises, donc sur le marché du Forex, ce qui est... Alors, les devises, il n'y a pas vraiment de critères ESG, puisque c'est des devises, c'est pas des actions ou autres. Et il gère des fonds de clients particuliers, il gère aussi des fonds de clients institutionnels, et il a un certificat, donc avec un numéro ISIN, qui est un véhicule d'investissement. Enfin voilà, il est réglementé par la FCA. Mais voilà, mais c'est pas moi qui voilà, c'est Mathieu Burbeau. Et si j'ai eu l'occasion de le présenter sur un autre site que je gère, qui est plus dédié au trading pour le coup, My Trading Forex, c'est parce qu'effectivement c'est quelqu'un que je connais depuis des années et que je n'hésite pas à mettre en avant parce que c'est l'un des rares sérieux qui est là depuis plus de 10 ans sur le marché et qui fait les choses de manière régulée, encadrée, etc. D'accord. Donc dans ces cas-là, faut contacter directement la personne, quoi. Voilà, faut le contacter directement. Je crois qu'ils sont deux. Lui, il est gérant, et puis il a quelqu'un qui, plus côté commercial, qui s'occupe de répondre aux clients, de passer un peu plus de temps avec les gens, etc. D'accord. Et il est basé où? À Londres, À Londres. D'accord. Merci. voilà. De rien, de rien, Voilà. de rien. Parce que moi, si tu veux, je suis CGP, c'est-à-dire conseiller en gestion de patrimoine. Donc, évidemment, sur les clients, on va dire très, on va dire lambda, qui ont un profil de risque, on va dire assez sécuritaire et tout, je ne vais pas les envoyer là-dedans, mais j'ai quelques clients qui ont un profil de risque très élevé et qui me disent, oui, là, Agathe, ce que tu me proposes, bof. Alors, c'est pour ça que, bon, je voulais avoir des Donc, renseignements. Donc, tu peux le contacter, je pense, et en tant que CGP, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que tu devrais même peut-être faire un partenariat avec lui, voir ce qui est possible. Et puis, sache aussi qu'il met ses performances sur son site, mais il a différents niveaux de risque. Donc, les performances qu'il met sur son site, c'est les performances qui sont les plus attractives, puisque c'est le niveau de risque maximum. Oui, Mais bien sûr. il est tout à fait possible de contacter donc Mathieu Burbeau et de lui dire, voilà, moi, ce que vous faites, ça me plaît, mais par contre, votre niveau de risque est trop important. Je voudrais avoir la même chose, mais avec un niveau de risque divisé par 5, par exemple. Et c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Voilà. D'accord, merci. Et du De coup, rien. justement, moi, entre guillemets, je propose une assurance vie où les clients peuvent choisir dans quoi ils peuvent investir dans leur unité de compte. D'accord. Et il y a une partie, justement, tu parlais des deux choses que les clients aiment bien. Il y a une partie, justement, dans leur unité de compte, tout ce qui est responsable, enfin, dans le développement durable, etc., etc., et l'intelligence artificielle. Et quand on regarde l'historique passé de ces unités de compte, eh ben, ce sont les deux qui s'en sont le mieux sortis avec Ouais. la crise qu'on a eue au mois de mars. Tout à fait. En fait, tous les critères ESG, en fait, je vais donner un exemple tout simple pour l'ESG, mais par exemple, l'un des critères ESG, c'est l'approvisionnement et la distribution sur les circuits courts. C'est-à-dire, en gros, on va dire l'entreprise, elle doit s'approvisionner et vendre ses produits dans un rayon de 200 km pour éviter justement, par exemple, d'aller s'approvisionner en Chine et que ça explose les bilans carbone, etc. Les entreprises qui avaient déjà ces critères ESG en place de circuit court,
Quand il y a eu le confinement et on va dire un lockdown mondial où il n'y avait plus d'avions, de fret, etc. pour approvisionner, les entreprises qui avaient déjà implémenté des circuits de distribution et d'approvisionnement en circuit court, ils ont pu continuer leurs activités. Donc il y a plein les entreprises qui avaient déjà implémenté et réfléchi au travail à domicile ont pu beaucoup plus facilement s'adapter au confinement. Enfin, du coup, les critères ESG, en fait, ils ont mis en évidence qu'en cas de graves problèmes, en fait, les entreprises qui étaient proactives dans ce sens-là s'en sont mieux sorties. Et la robotique et l'intelligence artificielle, évidemment, avec toutes les activités Internet qui ont été décuplées de par le confinement, parce que du coup, il ne nous restait plus que Internet, en gros, et effectivement, ils ont fait des très, très bonnes performances. Donc, effectivement, c'est vraiment intéressant. Et par rapport aux assurances vie, aujourd'hui, il y a la loi Pacte qui oblige à ce que les assureurs proposent au moins un fonds ou un ETF vert dans leur offre, et ça va aller plus loin après. Alors ça, il faudrait regarder le webinaire que j'ai fait avec Cantalis, avec Jean-François B il y a quelques semaines, dans lequel il explique qu'en fait, ça va même aller plus loin, c'est-à-dire que les assureurs vont devoir proposer même plusieurs choix, ISR, ESG, vert, etc. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ça reste encore très difficile. Alors, pour un investisseur particulier qui ne veut pas aller faire forcément dans la bourse et gérer soi-même son argent, mais qui veut rester sur quelque chose de traditionnel comme l'assurance vie, c'est pas facile de trouver des placements verts, des placements ISR. C'est là, ça doit être proposé, mais en général, dans la brochure de l'assureur, c'est pas ce qu'on trouve en premier pour le moment. Mais ça avance, ça avance dans le bon temps. Et moi, cette assurance vie, je la propose bien, c'est sur avenir. L'assureur, c'est sur avenir. Et il laisse le choix, voilà, des unités de compte et qui sont justement bien classées. Voilà, c'est ça, c'est par thématique. Donc, il y a cette thématique. Et il y a la thématique verte et aussi l'intelligence artificielle. Alors j'ai fait un webinaire il n'y a pas longtemps avec, ça s'appelle Green c'est en fait une banque en ligne verte, on va dire. Je t'invite à le regarder à Agathe parce que justement, ils sont partenaires de Suravenir, si je ne dis pas de bêtises, et tu pourrais peut-être te rapprocher de Green pour voir si tu ne peux pas travailler avec eux d'une façon ou d'une autre. Voilà. D'accord, ok, très bien. Merci. Un grand merci Agathe pour ton intervention. Là, ça va faire 37 minutes qu'on fait le webinaire. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, ciao, ciao. Au revoir.